Bonsoir. Dias Congo aujourd'hui a décidé de suivre avec vous cette avant-première privée du film Mon Caporal réalisé par le professeur Voto. Et nous avons aussi la participation du professeur Kaninda dans la réalisation. Suivons. Les détachements d'honneur est rangé pour vous accueillir, rendre des honneurs à l'occasion de la manifestation marquant les 100 ans de l'ancien combattant Caporal Kounyungu. Pliez à vos ordres. 100 années, 10 décennies, un siècle. Ce sont des chiffres dont on a du mal à saisir la véritable ampleur. En 2018, il m'a raconté son histoire, une histoire extraordinaire qui m'a émerveillé. Je me suis dit, mais il existe dans ce pays des gens comme ceux-ci. J'ai pris ma caméra, j'ai dit cette histoire doit être connue, non seulement au Congo, mais à travers le monde, parce qu'il s'agit de la guerre mondiale. Cher caporal, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas, et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kounyungu, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Kounyungu, Hazard, icône, Yabiso. Biso, pas congolais, toye, kolakisa, makambo, na motema makasi, na biso, nelo, tokamatisa yo. Professeur Voto, bonsoir. Nous venons de participer à, disons, un film que j'appellerais exposition, parce que c'est quelque chose de très riche. D'où vous êtes venu l'idée de prendre cette thématique, qui est une thématique très sensible par rapport à l'histoire commune que nous avons entre la RDC et la Belgique? C'est une rencontre fortuite avec les témoins, l'ancien combattant, Caporal Kounyungu. Je l'ai rencontré comme par hasard. Et comme ce genre de personnage attire toujours l'attention, je me suis intéressé à lui. J'ai écouté son histoire et tout de suite ça m'a frappé. J'ai dit, mais ça, je n'ai jamais entendu. Des anecdotes, des souvenirs, et j'ai dit non, ça mérite que ça soit connu. Mais je crois que vous avez senti tout à l'heure la passion. Le public était ému par rapport à cet exposé. Est-ce que vous vous imaginiez que ça allait être le cas? Un peu oui, parce que moi-même j'étais ému quand j'ai rencontré ces personnages. Je savais que si c'est rendu, pour le grand public, surtout les concernés, les Congolais, ils seraient émus. Ça, je m'y attendais. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont posé des questions, croyant que vous étiez, disons, le pouvoir, donc que vous aviez la force et la possibilité de changer les choses. Est-ce que vous pouvez faire passer leur message auprès des autorités publiques au Congo? Je ne sais pas si j'ai ce pouvoir-là, parce que, comme je l'ai dit, tout ce que je fais, j'ai saisi les autorités congolaises. J'ai écrit, c'est depuis 4 ans que je suis sur ce dossier, j'écris. La dernière fois, avant de venir ici au Parlement belge, j'ai écrit. Mais j'ai presque pas eu d'accusé de réception, à part le ministre de la Communication, qui m'a répondu, qui a engagé un processus qui n'a pas abouti malheureusement. Mais tous les autres, je leur ai écrit, la présidence, le ministère de la Défense, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, tous ces ministères, le Parlement, les deux chambres, j'ai écrit à tout le monde. Ben, on ne peut pas forcer les choses. Et quel est le processus que le ministre de la Communication avait entamé?
Non, il m'a dit qu'il n'avait pas un budget, mais il pouvait solliciter un budget. Il l'a fait, mais le temps ne l'a pas permis, donc le dossier n'a pas évolué. Mais comme j'avais un rendez-vous ici, au Parlement belge, je devais partir. Ben, je suis reconnaissant qu'il voulait bien faire quelque chose. Mais vous vous rendez compte que c'est une situation assez épineuse, parce que mine de rien, à travers ce film, c'est, disons, une accusation vis-à-vis du pouvoir belge qui a, disons, vraiment réduit le Congolais au plus bas, a utilisé le Congolais, les ressources de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, si la Belgique est ce qu'elle est, c'est grâce à notre nation. Est-ce que vous ne pouvez pas communiquer au pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est à notre intérêt qu'ils puissent se miser vraiment dans ce projet que vous avez? D'abord, je ne conçois pas la question en termes d'accusation. Oui. C'est ça qui encourage certains Belges, surtout ceux qui sont héritiers de la colonisation. Ils sont dans le négationnisme parce qu'ils se sentent acculés. Nous posons le problème à terme des revendications. Nous revendiquons une reconnaissance de notre histoire. Et peut-être éventuellement une réparation. C'est ce que nous revendiquons. Ce n'est pas en termes d'accusation que nous posons le problème. Mais de deux, ceux qui dirigent le pays, j'ai noté depuis un certain temps qu'à chaque régime, ceux qui dirigent le pays, ils ne veulent pas poser ces problèmes. Parce qu'ils sont objets de chantage. On leur dit, non, ben, tu oublies ça, nous on va vous soutenir, nous on va travailler avec vous. Donc les gens travaillent plus pour leur intérêt personnel, pour rester au pouvoir, et parce que les questions qui concernent le Congo, qui concernent tous les Congolais dérangent. La grande question du contentieux belgo-congolais, personne n'en parle. Parce qu'ils savent que s'ils soulèvent cette question, on va les chasser du pouvoir, on va les nuire, et tout ça, ils peuvent se taire et rester au pouvoir. Mais bon, voilà, j'espère que peut-être que les générations qui viennent seront plus engagées et plus patriotiques que nous. Professeur Voto, vous parlez de revendications. Quelles sont ces revendications? Il y en a beaucoup. Lesquelles, par exemple, une ou deux? Je parle, par exemple, des contentieux belgo-congolais, les contentieux économiques. Vous savez comment la Belgique a vidé toute l'économie congolaise à la veille de l'indépendance. Les entreprises achètent des entreprises congolaises et du jour au lendemain, tous les sièges des entreprises étaient transférés en Belgique. Tous les capitaux étaient transférés en Belgique du jour au lendemain. La question des anciens combattants dont nous parlons aujourd'hui, ça c'est une question dont il faut discuter. Il y a beaucoup de questions. La question de l'uranium, l'argent que la Belgique a tiré des États-Unis, de l'uranium du Congo, on n'en parle jamais. Donc il y a beaucoup de questions de ce genre-là. Et je crois que, comme je disais, malheureusement, je l'ai dit, ça c'est l'État, ça c'est les dirigeants qui peuvent poser ces problèmes-là. Les associations n'ont pas assez de bras pour poser ces problèmes. Mais est-ce que vous leur avez déjà présenté un support spécifiant tout cela? C'est des questions connues, madame. Lorsqu'on dirige un pays, lorsqu'on vient aux affaires, on connaît les dossiers. C'est des dossiers qui existent. C'est pas aux particuliers comme nous. Nous, on prend qu'un aspect. Mais ceux qui dirigent le pays connaissent les dossiers. C'est des dossiers qui existent depuis que le Congo existe. Et ceux qui viennent diriger le pays, ils connaissent ces dossiers-là. Mais pour des raisons d'assurance du pouvoir, ils préfèrent se taire et renvoyer ça toujours à plus tard. Professeur Voto, est-il possible de réparation? On a vu des Congolais dans des eaux. On a vu des Congolais, on a coupé leurs mains. On a vu des Congolais assassinés parce qu'il y avait des récoltes qui n'étaient pas vraiment assez suffisantes par rapport aux colonisateurs. On a vu des Congolais enchaînés. Quel genre de réparation pour tout cela? Pendant toutes ces années, on n'en a pas parlé. Parce que la Belgique n'en voulait pas. Aujourd'hui que la Belgique a ouvert une brèche, il veut revisiter le passé colonial. Voilà une opportunité qui nous est donnée. Maintenant qu'ils disent, nous, on est prêts à vous écouter. Rentrons là-dedans. C'est pourquoi je me suis précipité à venir au Parlement belge. Je sais, ce film-là, hier, ça ne passerait pas au Parlement. Personne n'allait ouvrir la porte pour que ça vienne au Parlement. Mais comme, et c'est là où j'ai joué le jeu, comme ils disent, revisitons notre passé commun. Ils disent, voilà, le passé commun, c'est ça. Et donc, rentrons là-dedans.
pour rappeler, pas avec méchanceté, parce qu'on a un passé commun, on a un avenir commun aussi qu'on doit construire avec la Belgique. Mais au moins que la vérité soit dite et que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Nous allons pardonner, mais qu'on aille de l'avant. Professeur, une dernière question. Aujourd'hui, vous vous retrouvez en face de la jeunesse congolaise. Vous savez que nous sommes dans une période assez délicate. Le pays est en guerre. Le pays est en guerre, ça fait plusieurs années. Le pays est en guerre, on massacre le Congolais. Le pays est en guerre parce que le territoire congolais n'est pas respecté. Le pays est en guerre parce que la population est affamée. Le pays est en guerre parce qu'on ne paye pas le Congolais. Aujourd'hui, en face de la jeunesse, avec ce genre d'éléments vétères où l'on voit qu'il y avait des Congolais qui ont pu non seulement se battre pour leur territoire, mais pour d'autres nations. En 2 mots, quel est le message que vous pouvez leur dire? Est-ce qu'ils peuvent croire encore en eux? Est-ce qu'ils peuvent croire encore en leur nation? Moi, je suis parmi les Congolais qui croient à l'avenir de ces pays. Et c'est pourquoi je m'y investis. Il y a quelque chose qui m'a frappé depuis un certain temps aussi. La souffrance que les Congolais ont vécue, pour ne parler que de 25 dernières années, la souffrance qui nous a été imposée par la communauté internationale, par les firmes internationales. Pensant que cette souffrance allait diviser les Congolais, que ce pays allait être balkanisé. Au contraire, il y a un effet contraire. Plus nous souffrons, cette souffrance nous a unis plutôt. Il y a un effet contraire. Il n'y aura pas de balkanisation du Congo, c'est fini. Ils ont échoué. Parce que la souffrance a donné une conscience nationale. Aucun Congolais aujourd'hui ne pense que le Congo puisse être divisé. On a nos problèmes. Il y a le tribalisme, c'est vrai, ça existe. Mais la conscience congolaise, la conscience nationale est au-delà du tribalisme. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et je suis certain que ce pays va se relever. Je suis ici en Belgique. Vous savez, hier, quand les jeunes Congolais venaient, quand tout allait mieux, les jeunes Congolais, vous connaissez la génération Zaïko. Les gens venaient ici, il n'y a que trop peu de Congolais qui étudiaient. Ils buvaient, ils étaient dans des boîtes de nuit, ils étaient dans des concerts. C'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes Congolais qui viennent ici viennent pour étudier. J'en connais des jeunes qui viennent dans la souffrance, avec les familles qui se privent, qui font des privations pour que les jeunes étudient. Mais ils étudient. Et ces jeunes-là, je crois qu'ils vont assurer la relève demain. On peut piller les Congolais, mais ils ne vont pas tout prendre. Il y a toujours une réserve de ressources, une réserve de ressources humaines également. Merci bien, monsieur. Je vous en prie. Professeur Kanina, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de participer avec vous par rapport à cette présentation du film Mon Caporal du professeur Voto. On vous a vu intervenir. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette réalisation? Mais le fait qu'il était important que les Congolais connaissent leur histoire. C'est-à-dire l'un des drames du Congo actuel, c'est une sorte d'amnésie historique. J'ai fait 3 mois à Kinshasa, je passais à la télévision, je reprenais l'histoire. Par exemple, qu'il y a eu 5 discours du 30 juin 1960 et que c'est le véritable discours de l'indépendance pour lequel Patrice est mort. Voilà pourquoi ce discours se trouve aujourd'hui dans les archives de l'Union minière. Les gens ne comprenaient pas. Mais c'est-à-dire que quand vous ne comprenez pas votre histoire, par exemple ici, regardez, ce sont les Congolais qui ont battu Napoléon à la bataille de Vertières. Ce sont les Congolais. Le soldat congolais a battu Napoléon Ier, Guillaume II, Hitler, Hirohito, Mussolini, etc. Le soldat congolais, presque à main nue. Tous ces gens qui allaient se battre dans toutes ces batailles, ils étaient au plus bas de l'échelle. C'était des jeunes gens qu'on avait pris de force. Ils allaient à pieds nus, sous le soleil éclatant, pour aller libérer leur maître. Cette histoire est méconnue, mais c'est-à-dire que c'est l'esclave qui a libéré le maître lors de la Première comme de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, une fois que moi, quand j'ai vu que le prof Voto était en train de faire ce film, pratiquement sans moyens, et que j'étais à Kinshasa et que, bon, on enseigne ensemble à l'EFASIC, je lui ai dit, bon, écoute, je vais te donner un coup de main. Oui.
Mais professeur Kanina, ce sont des termes assez crus que vous venez d'utiliser. L'esclave et le maître. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut encore passer au sein de la communauté congolaise? Oui, c'est-à-dire que quand le Congolais apprend, regardez, le général Janssens, qui a dit que la force publique est la seule armée qui n'a jamais perdu de bataille. C'est le même général Janssens qui, le 30 juin, écrit, dit à la force publique, après l'indépendance égale avant l'indépendance. Il provoque une mutinerie. Et donc, on se rend bien compte qu'effectivement, les choses changent, les lignes ont bougé. Ici, quand on dit que l'esclave a libéré le maître, c'est-à-dire que le système colonial était un système quasi esclavagiste. Voilà pourquoi, dans son discours du 30 juin, Patrice dit « L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, c'est le produit d'une lutte de tous les instants. » Il décrit toutes ces formes d'esclavage et notamment les mécanismes juridiques et institutionnels de cette domination. Alors, aujourd'hui, même en Belgique, j'ai relu un peu le rapport de la commission sur le passé colonial. Ils osent maintenant dire qu'effectivement, nous avons instauré un système qui était un système de domination, etc., etc., etc. Et le Congolais a dû se battre pour sa liberté. Mais est-ce qu'ils sont prêts à la réparation? Le problème n'est pas d'être prêt à la réparation. L'indépendance, la liberté, ça s'arrache. La réparation, ça s'arrache. Voilà pourquoi nous faisons ce travail de mémoire. Moi, il y a 2-3 jours, j'étais au Parlement, devant la commission Vérité et Réconciliation. Je ne sais pas s'ils appellent ça maintenant passé colonial. Moi, je leur dis, bon, bah, écoutez, vous avez vu ce qui se passe ici. Je vous cite vos propres mots. Le gouverneur général Ryckmans dit « Ils ont plus souffert que nous. Et cette souffrance, ce qu'ils nous ont donné, c'est une créance, c'est une dette sur votre honneur par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que maintenant que nous vous disons, regardez, nous sommes venus à votre secours. Vous étiez englués dans les tranchées de l'Isère. Nous sommes venus, nous vous avons sorti par la porte de l'Afrique. Nous avons, vaincu l'Allemagne. Partout, l'Allemagne et l'Italie, c'est le soldat congolais qui les avait. Voilà pourquoi vous étiez assis à Versailles. Voilà pourquoi, après l'armistice, vous êtes devenu une puissance. Et donc, tout ce qu'on vous demande maintenant, c'est qu'en retour, vous renvoyez l'ascenseur. Et le président de la commission de me répondre, vous avez parfaitement raison, nous devons maintenant réfléchir, même au niveau de la coopération militaire, comment est-ce que nous pouvons faire pour payer cette dette de guerre, ce que j'appelais la dette de sang. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que quand on ne connaît pas notre histoire, on ne sait pas comment nous pouvons réclamer la restitution par rapport à la créance, à la dette que l'on a. Mais quand on enseignera aux enfants belges que lorsque le roi Albert et toutes les troupes de ceux qui restent encore de l'armée belge sont englués dans les tranchées de l'Isère. Il n'y a pas seulement 32 Congolais qui se battent, mais il y a tout le Congo qui rentre dans un effort colossal de guerre, et c'est ça la clé qui libère notre pays. Sinon, nous aurions été une sous-domination allemande. Première et Deuxième Guerre mondiale. Oui. Le peuple juif dit « Ah oui, voilà, il y a eu la Shoah, etc., etc., etc. » À partir de là, ils capitalisent. Les Rwandais parlent de génocide, etc., ils capitalisent. Or, nous avons une dette sur l'honneur, une dette de sang, que nous ne brandissons jamais, que nous ne connaissons même pas. Moi, quand j'explique aux gens, regardez, voilà l'histoire, c'est comme si je sortais de je ne sais où. Oui. Professeur, tout juste une dernière question, c'est une question que j'ai d'ailleurs posée au professeur Voto. Actuellement, nous sommes dans une situation assez critique au pays, hein. Donc c'est pas un secret de polichinelle. Nous sommes en guerre pratiquement, si on doit le dire, parce que ça fait quand même plusieurs années où on massacre, on tue, on égorge, on viole la femme congolaise et où on déplace les bornes de notre patrie. Que pensez-vous par rapport à ce film Caporal? Si aujourd'hui la jeunesse congolaise voit ce film, est-ce que ça va pousser
la population congolaise à vouloir se battre pour ses terres. Tout à fait, tout à fait. Il faut, moi je disais à la télévision congolaise, Hérodote disait, l'Égypte est un don du Nil. Moi je vous dis, le Congo est un don de Dieu. C'est-à-dire qu'au Congo, vous avez des périodes historiques où la solution vient du Congo. Première révolution industrielle, la Belgique n'a rien, etc., etc. Ils coupent les mains, etc. Ils prennent le caoutchouc. Et là, c'est avec tout cet argent qu'ils vont construire la Belgique, qu'ils vont construire. Il y a la guerre qui arrive, il n'y a pas de solution. Mais encore une fois, c'est le Congo, etc. Maintenant, on est dans une nouvelle période. Ils ont besoin de coltan, c'est de nouveau le Congo, etc. etc. Or, maintenant, la donne, c'est quoi? C'est qu'il y a une nouvelle génération congolaise qui rappelle exactement la génération congolaise qui a battu Napoléon à la bataille de Vertières. Les jeunes Congolais d'aujourd'hui, ou les Congolaises, ont intégré une sorte d'amour, une sorte d'affection que nous n'avions pas. Et c'est en gestation. Ils ont besoin de pilotes, ils ont besoin qu'on leur montre l'histoire, ils ont besoin de retrouver ce passé glorieux, d'où ce film. Moi, beaucoup de jeunes en voyant ce film avaient des larmes aux yeux. Ils disent mais papa, mais quoi, c'est nous, c'est nos ancêtres, c'est nos ancêtres qui ont fait ça. Et je dis mais oui, si nos ancêtres ont fait ça, c'est pour vous dire que vous ferez mieux. Vous ferez mieux. C'est-à-dire l'histoire doit être connue. Moi, j'ai enseigné le journalisme à l'IFASIC. Mes étudiants étaient rwandais, burundais, togolais, etc. La plupart de ceux qui se retrouvent de l'autre côté dans les gouvernements étaient nos étudiants qui étudiaient avec une bourse congolaise. Et dans l'université congolaise, le savoir qu'ils ont est venu de chez nous. Il n'y a pas très longtemps, sous le maréchal Mobutu. Donc, il n'est jamais trop tard et nous, on est là pour essayer d'apporter notre contribution, notre part. Le prof et moi, nous ne sommes pas les seuls à avoir cette intention intellectuelle. Merci bien, professeur Kaninda. Merci. Émouvant, émouvant, émouvant et encore émouvant. Mon caporal, un film, je crois, et je suis sûre, touchera une grande partie de la population congolaise et même belge. Je crois et je suis sûre qu'il y aura des revendications fortes et puissantes qui seront reconnues et acceptées et que plus tard, il y aura réparation. Dias Congo suit toujours tout ce qui a trait à la République démocratique du Congo, qui est notre patrie mère. Ce soir, c'était encore le film Mon Caporal, avec à la réalisation le grand Wabasson et à la présentation Rogatien Kapema. Bonsoir.